Il faut alléger la charge mentale qui pèse sur les entrepreneurs, a dit Bruno Le Maire dans un entretien au Monde. Le ministre de l'économie estime que la complexité a un coût vertigineux en emploi comme en heures travaillées. Les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, parallèlement, se réunissent vendredi pour leurs assises nationales à Bordeaux. Alors on verra justement s'ils abordent cette question-là, qui pèse d'ailleurs peut-être sur les conditions de travail. Organisé tous les 2 ans, cet événement, donc les assises des EDC, rassemblera plus de 2500 entrepreneurs et dirigeants et une centaine d'intervenants. Le thème, réenchantons le travail, dans un contexte marqué par de nombreuses reconversions, par le développement aussi de nouvelles formes de travail, voire par, et c'est un vieux sujet, la disparition du travail que prédit peut-être l'intelligence artificielle, sait-on jamais. Pierre Guillet est chef d'entreprise, il préside donc les EDC, il a été lauréat du prix de la pensée sociale chrétienne au titre de la subsidiarité. Il dirige Esion, une PME située dans les Yvelines qui développe des solutions numériques pour transformer les parkings en espaces de mobilité. Il a créé une filiale en Suisse, une autre au Canada. Il a ouvert son capital à ses salariés. Bonjour Pierre Guillet. Bonjour Louis Dauphren. Donc ça marche, les affaires fonctionnent. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez à Bruno Le Maire, par exemple, qui se soucie des entrepreneurs qui ont une charge mentale trop élevée, c'est vrai? Oui, en fait, C'est votre cas? moi, je résiste assez bien à la pression, mais bon, je côtoie pas mal de chefs d'entreprise qui ont vécu, notamment avec le Covid, des situations très complexes. Et la charge mentale, elle vient souvent par, au départ, des problèmes de trésorerie. Et puis après, là, la complexité administrative auquel Bruno Le Maire fait référence, c'est un poids qui ne cesse d'augmenter au fil du temps. On augmente les règles. Ça aurait dû être Et le contraire avec le choc de simplification. ouais, mais le choc, on en parle depuis. En fait, à chaque fois qu'on parle de simplification, on parle de choc, et en fait, il ne se passe rien, parce qu'il faudrait faire table rase de certaines réglementations pour reconstruire, réécrire des textes, des lois, mais ça, on n'a pas le courage de le faire. Lesquels, par Et exemple? Code du travail, par exemple, code du commerce, aujourd'hui, ça devient tellement compliqué que. Bruno Le Maire veut le euh, diviser par deux. ouais, oui, oui, bon, on verra. On verra. Non, je pense que clairement, quand c'est aussi complexe, je pense qu'il faut avoir des méthodes un tout petit peu radicales, j'ose employer le terme, parce que sinon on n'y arrive pas. On veut détricoter quelque chose qui est tellement complexe que quand on tire un fil, en fait, on n'arrive pas à dénouer la pelote, quoi. On n'arrive jamais à trouver de solution. Et donc ça pèse sur l'ambiance d'une entreprise, cette complexité. Ouais, parce que en fait, il faut savoir qu'un entrepreneur, ce qui l'anime, c'est deux choses. C'est l'équipe, donc c'est l'interaction qu'il a avec ses salariés qu'il a recrutés, avec lesquels il développe une relation humaine. Et alors aux EDC, on aime parler d'amitié professionnelle, voire d'amour de ses salariés, et c'est vraiment ce qui se passe. Donc ça, c'est intime, c'est profond. Et puis à côté, il y a ce pourquoi l'entreprise existe et ce pourquoi elle est singulière, c'est-à-dire ses produits, ses solutions. Et ce qu'il aime, c'est vendre, c'est apporter un service, apporter une contribution au monde. Et ça, c'est un vrai plaisir. Et c'est ce qui le motive tous les jours. Donc quand on a ces deux leviers-là, le levier humain et le levier, je veux dire, commercial ou lié à l'apport de l'entreprise, là, l'entrepreneur, il est vraiment dans son élément. Mais quand on rajoute à ça des complexités qui lui prennent un temps considérable de financement de son activité et de problématiques administratives, eh bien, il ne peut pas avoir le temps de s'occuper de ses salariés et de s'occuper de ses clients. Et voilà. Et aujourd'hui, on en est dans un système où on a été trop loin, et il faut simplifier ça pour pouvoir déployer toutes les énergies. Et il y en a beaucoup. Qu'est-ce que l'État, Pierre Guillet, vous demande d'aberrant, par exemple? Alors, je vais vous donner un exemple tout bête. Je me suis amusé l'année dernière. On voulait, vous savez qu'on déclare nos comptes tous les ans, hein, on fait ce qu'on appelle le bilan, et, euh, et on a un délai pour le remplir. Donc, l'année dernière, on était un peu en avance, et on a demandé l'alias fiscal à l'État qui n'était pas disponible en mars de l'exercice qui suivait celui qu'on clôturait. Et en fait, il n'était pas disponible parce que l'État était en train de réfléchir à cette fameuse simplification. Euh, Aujourd'hui, pour avoir un chiffre clair en tête, on a 35 feuillets à remplir pour pouvoir faire cette liasse fiscale. Eh bien, l'année dernière, on a eu l'alias que fin mars et on a rajouté des feuillets. Je crois qu'on a rajouté 5 à 6 feuillets sur cette liasse. En Suisse, puisque vous l'avez dit, j'ai une filiale en Suisse, on a 6 feuillets
pour le bilan, le compte de résultat et aussi le procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire qui clôture justement l'exercice fiscal. Le tout en un suisse, c'est 6 feuillets. En C'est France, 6 c'est feuillets. 40. C'est ça, exactement. Donc l'année dernière, Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de plus en France? on a augmenté. En fait, le français est cartésien et il veut avoir une réponse à tout. Donc on crée des feuillets avec plein de cases à remplir pour prévoir tous les cas qui peuvent se produire. Sauf qu'en fait, on n'a jamais tout prévu. Et en fait, on a d'ailleurs parmi ces 40 feuillets, plein de feuillets qui sont vides. Mais par contre, il faut bien savoir ce qu'on a à remplir, parce que si jamais on ne le fait pas, après, on peut se faire attraper par la patrouille. Qu'est-ce qui vous empêche de vous installer en Suisse? Ah bah, c'est ce que je fais. Mais aujourd'hui, moi, je suis français, j'aime mon pays, j'ai pas du tout envie d'aller vivre en Suisse. Par contre, j'aime travailler avec les Suisses, j'aime leur apporter ce qu'ils n'ont pas et ce que j'essaie de faire au mieux, donc pour trouver une place dans le paysage concurrentiel suisse. Mais j'ai pas du tout envie d'aller travailler là-bas, surtout pas pour des raisons fiscales ou des raisons administratives. En fait, on dit souvent quand on va travailler un petit peu à l'étranger que travailler en France, quand on est entrepreneur en France, c'est difficile et beaucoup plus difficile qu'ailleurs. Donc moi, je me dis que finalement, même si c'est plus difficile, ça nous permet, quand on va à l'extérieur, donc quand on fait de l'export notamment, d'être peut-être un petit peu plus performant que les autres et avoir peut-être une place aussi là-bas. Pierre Guillet, vous voulez transformer les parkings en espace de mobilité. Enfin, ce sont des solutions numériques. Quelle est votre conception de la mobilité? Il semblerait qu'aujourd'hui, on soit dans une phase un petit peu confuse, un peu anarchique quand on regarde les rues de Paris. C'est un petit peu compliqué de savoir quels sont les choix qui mériteraient d'être faits en la matière. En fait, faut essayer de toujours, c'est un peu comme dans le cadre de l'administration, il faut essayer de simplifier les choses. Et aujourd'hui, on a conçu des espaces de stationnement, des parkings. Il y en a aujourd'hui dans Paris, mais ailleurs, beaucoup et beaucoup trop, puisqu'en fait, il y a beaucoup d'espaces qui sont vides. Nous, notre métier, c'est À Paris, d'essayer. des espaces de stationnement. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on pense stationnement, on pense au parking public. C'est une infime proportion des espaces de stationnement. Aujourd'hui, sous tous les bâtiments dans Paris, vous avez des places de stationnement. Parce que le stationnement, c'est dans l'habitation, c'est dans le travail, et c'est aussi des parkings qui sont ouverts au public. Donc il y en a plein, mais il y en a plein qui ne sont pas usés, qui ne sont pas utilisés. Et donc pour ça, en fait, aujourd'hui, on voit se développer, puisque moi, ma conviction, c'est que ça ne sert à rien de construire de nouveaux espaces de stationnement, mais il faut bien utiliser ceux qui existent. Donc on ouvre les espaces de stationnement à plusieurs usages. Aujourd'hui, vous avez la possibilité, dans beaucoup de pays, et même en France, de pouvoir résider dans un bâtiment, pouvoir y travailler, ou pouvoir aussi y faire vos courses ou profiter d'une activité, une restauration, un club de sport. Et pour y aller, vous avez exactement le même espace de stationnement. Par contre, pour y accéder, les droits d'accès sont différents. Certains vont payer l'accès dans le cadre de leur charge de copropriété, d'autres, c'est leur entreprise qui va payer l'accès au parking, et puis pour d'autres, eh bien, ils vont payer à l'usage. Et donc ça, il faut un système qui permette de gérer ça en toute simplicité, de reconnaître le véhicule avec ses droits pour ouvrir une barrière, ou bien même, et c'est ce qu'on voit de plus en plus dans le nord de l'Europe, de parkings dans lesquels il n'y a plus de barrières, il n'y a plus toutes ces complications, et en fait le véhicule est identifié par des systèmes numériques donc d'identification du véhicule, alors la plaque, mais aussi des signes distinctifs qui permettent de caractériser le véhicule et de le rendre unique, de définir en quelque sorte sa signature, et comme ça, après, d'associer à cette signature les droits d'accès dont il bénéficie, et puis voilà, débiter un compte si jamais il doit payer son stationnement, ou bien mouvementer comment dirais-je, le compte de l'entreprise si c'est le cas. Donc, vous accroissez la traçabilité en fait des véhicules. On accroît en fait la connaissance de l'occupation du véhicule, de l'occupation du parking, pour pouvoir rendre plus de place, plus d'espace disponible à tout le monde. Après, si vous voulez, si on identifie un véhicule, les informations liées, je vois où vous voulez en venir, mais liées à la plaque notamment, sont purgées. En fait, au moment où le véhicule quitte le parking, ça c'est les lois RGPD qui nous obligent à le faire. Et donc en fait, si on garde un historique, c'est l'historique des mouvements. Il y a eu tant de véhicules tel jour à telle heure. Ce
qui permet de caractériser justement l'occupation et après de travailler sur toutes les problématiques de pollution, de gestion de ventilation, ce qui est aussi notre métier, pour pouvoir avoir une gestion à la fois plus saine, plus efficace et moins coûteuse en énergie de ces espaces. Et l'idée, je vous pose la question directement, Pierre Guillet, est-ce que les centres-villes s'organisent de telle sorte que la banlieue, par exemple à Paris, soit considérée vraiment comme indésirable et qu'elle n'ait pas la possibilité, le loisir? On a vu la problématique avec les SUV à Paris et la votation qui a amené à leur interdiction, du moins pour les SUV venant de banlieue parisienne notamment. Qu'en pensez-vous? Bah, la tendance, de toute façon, aujourd'hui, c'est, dans toutes les grandes villes d'Europe, une saturation du trafic, partout. Donc il y a beaucoup de véhicules, il y a un trafic, incroyable et la tendance qui est à mon avis assez bonne, c'est de créer des espaces de stationnement plutôt en périphérie et puis, de proposer des solutions, de transport en commun, pour aller jusqu'au centre-ville, voire pour les derniers kilomètres, du vélo ou des trottinettes ou marche à pied tout simplement. Heu et aujourd'hui, ça, c'est une tendance de fond qui permettra justement de mieux profiter de ces centres-villes et mieux se déplacer. Aujourd'hui, il y a une transition à mener qui est parfois un peu brutale, c'est le cas à Paris. Dans d'autres villes, c'est géré beaucoup plus facilement, mais moi je crois beaucoup en fait à la capacité de fluidifier le transport. Aujourd'hui, ça nécessite des investissements importants dans les transports en commun qui ne sont pas aujourd'hui en Île-de-France adaptés à ces besoins-là. Donc voilà, c'est la brutalité je pense et il faut une volonté, ça c'est sûr, mais pas une brutalité comme celle-là qui crée beaucoup de traumatismes et aujourd'hui, il y a des gens qui aimeraient venir en transport en commun à Paris, mais la complexité pour eux, même s'ils ne sont pas très éloignés en kilomètres pour rejoindre le centre de Paris, fait que, ils prennent leur voiture et ils contribuent à l'engorgement, voilà, donc ça, c'est un vrai problème. Pierre Guillet, je rappelle que vous êtes président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Je disais tout à l'heure que vous étiez vu décerner le prix de la pensée sociale chrétienne au titre de la subsidiarité. C'était en 2017. Expliquez-nous la subsidiarité pour le patron des EDC. Alors la subsidiarité, moi quand j'ai reçu ce prix, j'en étais très étonné puisque en fait je ne savais pas ce que c'était que la subsidiarité, je l'ai découvert. C'est le fait de descendre le niveau de responsabilité au plus petit niveau. C'est-à-dire que, aujourd'hui souvent on considère qu'il faut accumuler les responsabilités, le plus haut, possible, dans une sphère, de décision. Or, il y a beaucoup de gens qui sont capables de décider tout seuls, de choses qui sont bonnes, pour l'entreprise ou pour lui-même. Donc Ou la pour sub la cité ou d'ailleurs, pour pas la su seulement l'entreprise. mais la subsidiarité, c'était un des principes fondateurs de l'Europe. Aujourd'hui, on l'a bien oublié puisque tout est aujourd'hui très centralisé, comme en France d'ailleurs. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de décisions qui pourraient être prises localement. Dans l'entreprise, la subsidiarité, c'est confier à quelqu'un une mission, où il va être autonome, jusqu'au bout, de la réalisation de son action. Et il ne faut pas oublier que si jamais il n'est pas apte à y arriver, on va devoir lui donner les moyens de se former pour pouvoir être encore plus autonome dans ses décisions. Et enfin, le principe de subsidiarité prévoit que l'on soit toujours là, disponible. C'est la notion qu'on aime beaucoup aux EDC de leader-serviteur au service du collaborateur à qui on a donné cette responsabilité si jamais il n'y arrive pas, pour pouvoir reprendre la main et pouvoir l'accompagner pour aller au bout de ses missions. Je prends un exemple, hein. Je suis comptable dans une société. Si j'applique la subsidiarité, qu'est-ce que j'ai en plus? Beh, vous avez par exemple dans une entreprise, pourquoi ne pas imaginer qu'un comptable puisse, s'il en est capable, s'il le désire, aller jusqu'au bilan? J'en parlais tout à l'heure, le comptable qui va simplement enregistrer des écritures, c'est un travail, qui est nécessaire, mais qui peut être un petit peu rébarbatif au bout d'un moment. Délégué Le à l'IA en plus. Et qui peut être très facilement après délégué à l'IA et par contre l'amener à aller jusqu'à, réaliser la synthèse en fait de l'activité de l'entreprise, la synthèse annuelle qui est le bilan, là ça va lui donner une vraie finalité dans son travail, puisque, en fait il réalisera l'opération jusqu'au bout et on peut très bien, avoir un support avec un expert comptable ou avec, le dirigeant de l'entreprise pour l'accompagner le plus loin possible vers ça
et puis après faire une simple révision avec lui de son travail. Et là, on va valoriser son travail, et aujourd'hui, ça devient de plus en plus accessible à tous les comptables. Donc c'est un élargissement du périmètre du poste, en fait, hein, Oui, si je tout dois à fait, raisonner en termes RH, c'est un peu ça. exactement. Et ça, on le pratique pas assez. On ne le pratique pas assez. On a vite fait d'encadrer les gens dans des sphères de responsabilité, alors qu'ils sont capables de beaucoup plus que ça. C'est une des orientations que j'avais proposées au mouvement il y a 2 ans quand j'ai été appelé, c'est engager ses talents au service du monde. Ça veut dire 2 choses. C'est déjà essayer de découvrir ses propres talents, mais c'est surtout de faire émerger les talents de ceux qui nous entourent. Et là, on se rend compte que quand on met les gens en situation avec la subsidiarité, eh bien, on découvre de véritables talents qu'on avait ignorés parce qu'on n'avait pas mis les gens en situation. Et les gens ne le savaient pas eux-mêmes. Et progressivement, on les voit s'ouvrir, s'épanouir. Euh, si vous voulez, les assises des EDC, le thème des assises, c'est Réenchantons le travail. Et si vous avez vu dans l'annonce, il y a aussi une petite phrase de François de Sales qui dit « Fleuris là où Dieu t'a planté ». Ben, en fait, la subsidiarité, pour moi, c'est aussi essayer de faire fleurir en fait, tous ces talents qui sont dans l'entreprise autour de nous. Et l'entrepreneur, en fait, crée cet écosystème. Il est là pour pouvoir permettre à ces fleurs de s'épanouir et de s'ouvrir. Et bon, c'est une belle Pierre Guillet, contribution. si l'employé bosse plus, s'il travaille plus, est-ce qu'il gagne plus aussi? Alors, C'est la c'est une question. bonne question. Alors, qu'est-ce que c'est que gagner? Est-ce que c'est uniquement gagner plus d'argent? Est-ce que c'est gagner, parce que là déjà, il va gagner de l'autonomie. Il va gagner de l'autonomie, il va découvrir des talents. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le rapport à l'argent est un vrai sujet. Un sujet en France, un sujet chez les chrétiens, peut-être plus chez les catholiques que chez les protestants. Compliqué Mais- hein, chez les chrétiens. Alors que c'est quand même quelque chose qui devrait être complètement, enfin, beaucoup plus simple qu'il ne l'est. Aujourd'hui, dans l'entreprise, de toute façon, il y a toute peine mérite salaire. Il faut rémunérer les gens à leur juste valeur. Et par contre, très souvent, on se rend compte qu'en discutant avec eux, c'est pas que l'argent qui les intéresse, c'est aussi les conditions de travail. Récemment, en discutant avec des collaborateurs, il y a aussi le titre du poste, qui parfois peut être une forme de reconnaissance importante. Des gens qui, voilà, le choix des mots, et pourquoi pas laisser les gens choisir le titre de leur poste, tout simplement, ou le construire avec eux, le co-construire, ce titre de poste. Mais après, on parle beaucoup en ce moment de partage des valeurs. Enfin, le gouvernement parle de partage de la valeur, comme s'il n'y en avait qu'une. Dans l'entreprise, il y a plein de valeurs à partager. Et dans ces valeurs, il y a évidemment les résultats de l'entreprise. Donc, en associant ses collaborateurs au capital de l'entreprise, là, ils deviennent, pour le coup, beaucoup plus conscients de ce que c'est que de produire un résultat et de ce qu'on en fait après. Ça, c'est motivant. C'est motivant, exactement, parce qu'ils participent vraiment au fruit du travail qu'ils ont réalisé. Mais ils se rendent aussi compte que ce résultat, on a peut-être besoin de le réinvestir pour préparer les solutions de demain, pour pouvoir pérenniser l'entreprise et voir, et ça c'est un vrai choix, est-ce que je décide d'augmenter tous les collaborateurs ou est-ce que je crée un nouveau poste? Et nous, chrétiens, en fait, notre vocation, c'est de créer de l'emploi. C'est de créer de l'emploi pour pouvoir essayer de donner à une personne, à sa famille, la possibilité de vivre, tout simplement. Pierre Guillet, il y aura 4 tables rondes, peut-on le préciser, hein. Le programme est riche, vendredi prochain, sur le thème donc Réenchantons le travail, hein. On peut préciser les signatures de Pierre-Yves Gomez, Fabrice Adjadj, Caroline Bauer, théologienne, Laure Bourgmouller qui fera l'animation, le général Pierre de Villiers sera également présent, et puis qui peut-on citer d'autres? Je n'ose pas citer tout le monde, Fabien Pelouse, par ni exemple, oublier certains, parce qu'il y aurait quelques susceptibilité. Fabien Pelouse, oui. Par exemple, voilà, il y a Augustin Paluel-Marmont, fondateur de Michel et Augustin. Il y a voilà, un certain nombre sur Nathalie Bécard. On peut s'inscrire si on a envie de venir au Bien dernier sûr, moment, c'est oui, possible? oui, c'est Même possible. si on n'est pas entrepreneur? Exactement, oui, bien sûr. Là, il y a 2500 inscrits à date. Dans ces inscrits, il y a des membres des EDC, évidemment. Il y a leurs amis. Et puis, il y a les familles. Moi, je ne l'ai pas imposé, mais j'ai 4 enfants, 4 jeunes pros, et ils viennent tous. Parce qu'en fait, ça les intéresse de voir ce que fait leur papa un petit peu de son temps.
au-delà de l'entreprise, et aussi voir ce que c'est que ces chrétiens qui sont entrepreneurs et qui essaient en fait d'unifier leur vie, d'être eux-mêmes tout le temps, dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle, dans leur vie spirituelle, voire dans leur engagement dans la cité, comme c'est mon cas. Et si vous n'avez jamais assisté à des assises des EDC, des assises, il y a tous ces patrons qui se lèvent ensemble et qui prient ensemble, qui louent ensemble. Ça, c'est une forme aussi d'authenticité ouverte, et c'est beau à voir et c'est très entraînant. L'idée des EDC, c'est quand même la rencontre, l'échange, hein. Oui. Pas tellement en fait de prendre position sur tel ou tel aspect de la vie économique. Alors, le principe des EDC, c'est de rejoindre une équipe d'une dizaine de personnes qui est accompagnée par un conseiller spirituel, de se voir une fois par mois et d'aborder 3 temps. Un temps de prière, un temps d'échange sur la vie de l'entreprise, la vie aussi des dirigeants, de ce qu'on peut rencontrer, les joies, les peines. Et puis, approfondir un thème qui va très souvent tourner autour d'un approfondissement d'un des piliers de la pensée sociale chrétienne. Il y a 6 principes dans la pensée sociale chrétienne. La dignité de l'homme qui est un peu le chapeau de la pensée sociale chrétienne. Et après, vous avez le bien commun, la participation, la solidarité, la subsidiarité dont on parlait tout à l'heure, et la destination universelle des biens. Et en fait, on va travailler ces principes. On a beaucoup de contenu qui a été écrit dessus, et on va travailler autour de ça. La dépendance des économies, la production de l'énergie, le développement du télétravail, le développement des outils numériques, et plus particulièrement l'émergence de l'intelligence artificielle, la place des jeunes, des plus expérimentés, des plus fragiles, tout cela impose à nos entreprises une remise en question. Et on se demande même si cette pensée sociale chrétienne est adaptée à toutes ces mutations qui arrivent, en particulier sur l'intelligence artificielle. Est-ce que là, il y a une position à avoir? Est-ce que c'est possible d'en avoir une, Pierre Guillet? Bien sûr, oui, oui, bien sûr, il faut en avoir. Alors si effectivement les EDC ne prennent pas position sur des sujets de société dont on entend parler en ce moment, puisque on n'a pas compétence pour ça, on essaie de travailler et de parler de sujets sur lesquels on a quelque chose à apporter, et une contribution solide, acquise sur l'expérience quotidienne de ce que l'on pratique. Sur des sujets comme l'intelligence artificielle, les mutations des différents modes de travail. Là, évidemment, on a non seulement un avis, parce qu'on le pratique au quotidien, mais si on n'avait pas d'avis, nos entreprises iraient dans le mur. Donc, il faut épouser, en fait, les changements, mais on se rend compte qu'on revient toujours sur des fondamentaux. Et cette fameuse pensée sociale chrétienne dont on parle, la dignité, le bien commun, la participation, sont des principes qui restent d'actualité à tout moment. Ça reste encore une boîte à outils. Et complètement, complètement. Et d'ailleurs, dans une entreprise chrétienne, dirigée par un patron chrétien, comme dans n'importe quelle autre entreprise, ça réunit tout le monde. Merci beaucoup Pierre Guillet, président des EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Leurs assises nationales, c'est bientôt, puisque c'est vendredi du 15 au 17 mars à Bordeaux, au Palais de l'Atlantique. On peut encore s'inscrire, ainsi que vous l'avez dit. Tout On à peut y fait. participer. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes vous-même chef d'entreprise dans les Yvelines. À bientôt et bonnes assises. Bonnes assises. Merci, au revoir Ludo Fresne.